Voici une vidéo que nous n'aurions jamais voulu faire. Nous allons vous expliquer calmement pourquoi. Certains d'entre vous auront vu la vidéo que la chaîne Entropy for Life a consacrée à l'un de nos contenus. Plus précisément, il s'agit d'un petit documentaire dans lequel nous avons interviewé le professeur Marco Ragusa au sujet de son livre « L'homme innaturel ». Dans cette vidéo, Giacomo Moro, selon ses propres dires, aurait démontré l'impréparation du professeur Ragusa sur certains sujets abordés dans le livre. Pour arriver à cette conclusion, Moro réalise ce qu'il appelle une réaction scientifica. Pendant de nombreux mois, nous sommes restés silencieux. Mais pas parce que nous n'avions rien à dire, mais parce que cette façon de communiquer ne nous plaît pas. Et nous ne voulions pas alimenter ce que l'on peut appeler, de façon édulcorée, un débat, mais qui en réalité porterait un autre nom. Notre chaîne est impliquée comme instrument d'une accusation dont nous nous dissocions sur la forme et le fond. Il va sans dire qu'au fil des mois, nous avons reçu un nombre incalculable d'insultes. Et nous avons dû modifier nos projets éditoriaux. Nous avions prévu une série d'entretiens que nous avons dû annuler pour le moment à cause des conséquences évidentes de ce qui s'est passé. Après avoir vu que Giacomo Moro a publié une énième vidéo sur la question, nous nous voyons obligés de répondre pour essayer d'apporter des éclaircissements et de rétablir un minimum de vérité dans toute cette affaire déplorable. Nous sommes parfaitement conscients que notre réponse va contribuer à ce qui ressemble davantage à une opération de dissing qu'à une critique scientifique. Mais nous sommes obligés d'apporter des précisions nécessaires. La procédure à laquelle fait référence la dernière vidéo de Moro n'a rien à voir avec le professeur Ragusa, avec la science ou avec les théories de l'évolution. Après avoir vu la dernière vidéo, nous nous serions en effet attendus à ce que Moro parle de notre démarche et de ce que nous lui reprochions. Attention, ce n'est pas que cela nous aurait fait plaisir. Au lieu de cela, Moro fait une vidéo dans laquelle il cite à nouveau le professeur, créant ainsi la confusion selon laquelle la démarche viendrait de Ragusa, ce qui n'est pas vrai. Il diffuse aussi un extrait d'une conférence trouvée en ligne où il l'accuse de complicité avec les extraterrestres. La preuve accablante. Ragusa ose sourire pendant une question posée par une dame du public. À la fin de son long monologue, nous nous sommes demandé, incrédules. Mais quel est le rapport entre tout ce discours et ce qui s'est passé ? Une fois de plus, avons-nous servi d'instrument pour raviver l'attention autour de Ragusa ? La réponse est malheureusement oui. Nous prenons acte de cette situation, qui a clairement un but précis. Mais nous y reviendrons aussi plus tard. Commençons par le début de cette histoire, depuis qu'Entropy for Life a publié la première vidéo. Maintenant, vu les précédents, nous nous sentons obligés de faire une deuxième mise au point. Moreto, écoute bien ce que nous disons et concentre-toi. Tout ce que nous allons dire est notre opinion. Cela n'a rien à voir avec les idées, opinions et hypothèses du professeur Ragusa. Le professeur, s'il le souhaite, répondra de la manière et sous la forme qu'il jugera les plus appropriées. Tu as bien compris ? Vous êtes me témoin ? Bien. Donc nous prenons toutes les responsabilités. Et nous sommes prêts à réciter le « par ma faute, ma très grande faute ». Lorsqu'on réalise un produit audiovisuel, quel qu'il soit, on identifie le thème. On écrit un synopsis qui évoluera ensuite en traitement ou en scénario. Ces premiers éléments regroupent tout ce que le produit à réaliser abordera. Après cette première phase, on identifie le support sur lequel le produit doit être diffusé et le public cible auquel on souhaite s'adresser. Ensuite, on évalue le coût de réalisation, la capacité de production et bien d'autres choses. Nous allons droit au but pour ne pas vous ennuyer. Vous connaissez déjà le sujet de la vidéo. Et l'objectif était de s'adresser à un public généraliste, donc sans connaissance spécifique sur le sujet traité, et de le publier dans un premier temps sur notre chaîne YouTube. Faites. Après le travail de pré-production, nous avons envoyé une petite équipe faire les prises de vue. Une fois le plateau préparé, nous avons informé le professeur de la façon dont nous voulions réaliser l'interview, du ton que nous souhaitions adopter et du public auquel nous allions nous adresser. Le professeur s'est montré disponible pour répondre à notre demande et en environ 2h30, l'équipe a enregistré l'interview. C'est ainsi que nous avons commencé à réaliser la vidéo de 30 minutes. Cette mise au point, évidente pour beaucoup, ne l'est en réalité pas tant. Et cela confirme encore une fois à quel point il est difficile de communiquer à un public qui ne possède pas de compétences spécifiques et qui confond les formats que peuvent avoir les œuvres audiovisuelles. Évidemment, notre chaîne est une chaîne de divertissement dont la ligne éditoriale consiste à traiter des sujets qui sont à la limite de la connaissance, et nous essayons de le faire de la manière la plus rationnelle possible.
Nous abordons également les thématiques que nous traitons sous une forme qui puisse être accessible à tous et nous essayons de donner une forme agréable à nos productions. Nous ajoutons nos commentaires et approfondissons les questions qui nous tiennent à cœur. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet traité, nous indiquons généralement les sources que nous avons utilisées pour réaliser la vidéo, qui peuvent être des études scientifiques, des livres, des interviews ou d'autres travaux documentaires. Dans ce cas précis, la source était le livre L'Uomo in Natural. Et donc, en espérant avoir clarifié ce point, passons à la réaction que Mauro a réalisée. Malheureusement, la vidéo sera longue et sera divisée en 2 parties. Dans la première partie, nous nous occuperons de la réaction de Mauro. Beaucoup ont demandé notre avis sur les contestations à l'encontre du professeur, et donc nous nous limiterons à donner notre opinion sur certaines questions. Dans la deuxième partie, nous éclaircirons l'affaire judiciaire. Il s'agit d'une vidéo un peu particulière aussi parce que le principal, disons, intervenant dans cette vidéo est un professeur d'université associé. La vidéo de Mauro débute de manière captivante. Mauro raconte s'être engagé dans une recherche approfondie sur les compétences du dangereux criminel Ragusa. Il nous dit qu'il enseigne peut-être à l'université de Catane, même s'il n'en est pas sûr. Il dit avoir publié des articles scientifiques, il semble donc être un enseignant à part entière. Il s'occupe d'un certain type de sujet qui concerne tout ce qui tourne autour des soi-disant ARN, en particulier les micro-ARN, les ARN circulaires, et les différents mécanismes qui jouent un rôle de régulation dans l'expression génique. Mauro nous montre les articles scientifiques qui ont été publiés au cours de la dernière année par le professeur, mais il précise qu'il n'a pas de publication relative à l'évolution humaine ni d'analyse génétique. Une façon détournée de dire qu'il n'a pas de compétences spécifiques en la matière. Première étape d'une thèse en construction. Il n'a pas de publication qui concerne, d'une certaine manière, l'évolution humaine, ni d'analyse génétique, voilà, qui concerne l'évolution humaine. En réalité, pour être précis, et comme vous le découvrirez, Mauro aime l'être. Le professeur a plusieurs publications. Sur l'évolution génique, c'est-à-dire le changement progressif et continu des séquences génétiques au fil du temps, qui se produit à travers des mécanismes tels que la mutation, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration. Mais les rebondissements dans la vie du professeur continuent. Il nous dit qu'il a de mauvaises fréquentations. Il aurait été vu en train de comploter avec Mauro Biglino, personnage dangereux connu pour ses théories historiques. Mais malgré cela, il est quand même considéré par ses étudiants comme un bon professeur et, pendant les cours, il ne semble pas se livrer à une activité d'évangélisation extraterrestre. Arrivé là, il nous annonce qu'il diffusera notre vidéo et que nous la regarderons en entier tous ensemble. Nous entrons enfin dans le cœur du sujet et ce qui frappe d'abord, c'est la technique de Mauro pour défendre ses arguments. Son objectif principal n'est pas seulement de réfuter les hypothèses de la vidéo, mais aussi de minimiser la compétence du protagoniste. La technique utilisée est très simple mais d'une grande efficacité et consiste essentiellement à interrompre son interlocuteur, à briser son discours. C'est une technique courante, ce n'est rien de spécial, et nous la voyons souvent utilisée dans les débats politiques où 2 adversaires s'interrompent mutuellement en essayant d'empêcher l'autre de développer ses arguments ou de terminer une idée. Pour cela, ils ajoutent donc souvent de nouveaux éléments ou des précisions, parfois gratuites, afin d'orienter la discussion vers des sujets jugés plus utiles à leur thèse. Si c'est la technique que nous voyons tous utiliser lors de ces événements, la technique utilisée par Mauro est similaire mais différente dans le contenu et dans l'objectif. Si lors des débats l'objectif est d'empêcher l'interlocuteur d'argumenter et d'apporter des éléments en faveur de sa thèse, dans le cas de la vidéo réalisée par Mauro, l'objectif est différent. Le but en effet n'est pas seulement d'interrompre l'interlocuteur dans l'énonciation de ses thèses. Mauro ne peut pas influencer la pensée de la personne en face de lui, car il n'a pas d'interlocuteur réel, seulement un enregistrement. Le véritable objectif était donc un autre, celui de créer autour de soi une image d'autorité. Comment fait-il cela ? Il interrompt la narration de la vidéo et commence par ce qu'il définit lui-même comme des précisions pointilleuses. Oui, en réalité, il y a une erreur ici, mais ça va, c'est vraiment un truc de pointilleux. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que signifie pointilleux, une définition qui en rend bien le sens est celle d'un homme qui adopte facilement des attitudes d'obstination rancunière ou hautaine, pour des raisons futiles. Pensons à l'explication Dominini, par exemple, que Mauro considère comme plus précise dans sa formulation. Inutile aux fins du récit,
mais qui donne à l'auditeur l'impression de compétences, de connaissances approfondies des faits. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Ce que l'interlocuteur qui apparaît dans la vidéo, en revanche, ne montre pas, car son discours semble plus simple, plus populaire, moins savant. Mais c'est normal que ce soit ainsi, car le langage utilisé par le professeur et même le montage de la vidéo sont calibrés sur un registre de communication totalement différent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon je vous invite à regarder ma vidéo de 27 minutes. Les interruptions, surtout au début, ont aussi une autre cause. Les vidéos précédentes réalisées par Moreau sont mises en avant, où il informe le public que dans les autres vidéos présentes sur sa chaîne, tout est expliqué encore plus en détail. C'est une vidéo qui s'appelle « D'où venons-nous ? Les 2 derniers millions d'années d'évolution humaine » dans laquelle j'essaie justement de raconter tout ce que nous savons et aussi ce que nous ne savons pas. Ce type d'interruption a 2 objectifs clairs. Le premier, comme nous l'avons vu, est de créer une image d'autorité, dont le sous-texte est « Mon interlocuteur réduit tout à une phrase ». Moi, en plus de ce que je suis en train de vous dire en ce moment, qui est déjà bien plus que ce que vous avez entendu, je vous informe que sur ce sujet, j'ai même réalisé une vidéo supplémentaire de 30 minutes où j'ajoute encore plus d'informations. Pensez donc à la différence de connaissances qu'il y a entre moi et la personne en face de moi. Le deuxième objectif était clairement de faire la promotion de sa propre chaîne. Et cela nous amène aux raisons pour lesquelles Moreau a décidé d'utiliser notre vidéo. Ici aussi, 2 raisons principales expliquent cela. La première raison, d'après l'aveu même de Moreau, c'est que notre vidéo a eu plus d'1 demi-million de vues et des milliers d'interactions, ce qui lui donne la possibilité de s'adresser à ce large public. Faire une prétendue vidéo de réaction augmente les chances que cela arrive. Le public qui a vu la vidéo précédente reconnaîtra la miniature de la vidéo, mais pas seulement. Le même algorithme de YouTube sera amené à montrer cette vidéo au public qui a regardé la vidéo sur notre chaîne. La curiosité de découvrir les raisons pour lesquelles Moreau fait cette contestation sera donc déclenchée, et il sera incité à cliquer. C'est aussi une technique que nous connaissons tous très bien et qui est très en vogue parmi les influenceurs, et elle a un grand impact et un fort engagement. Parce que la dispute, le dissing, comme on aime l'appeler aujourd'hui, a toujours beaucoup d'impact sur le public. Et peu importe si nous portons le costume de la science. Le but est le même. Cet objectif est involontairement confirmé par Moreau, qui se justifie maladroitement en expliquant qu'il sait que le professeur a écrit un livre, mais qu'il n'a pas pu le trouver. Il a aussi écrit un livre, L'Uomo Innatural. L'Uomo Innatural, qu'on ne trouve pas dans le sens où je l'ai cherché sur Amazon, il n'est plus en vente. Disons que c'est une excuse un peu improvisée, d'autant plus qu'on ne comprend pas pourquoi le livre devrait forcément être disponible sur Amazon. Mais si Moreau peut chercher des publications et articles scientifiques en ligne, il est difficile de croire que ses capacités à naviguer sur le web disparaissent soudainement et qu'il ne trouve pas où le livre est vendu. Et dire qu'il n'est même pas nécessaire d'être un expert. Le livre peut être facilement acheté sur le site de la maison d'édition. Nous l'avons acheté là-bas. En réalité, Moreau compte sur le fait que ses abonnés ne vérifieront pas ces informations, les plus audacieux iront sur Amazon et s'arrêteront là. Seule une infime partie d'entre eux ira jusqu'au site de la maison d'édition. Ce que l'on peut appeler une contre-vérité sert à résoudre un problème fondamental.
Moreau conteste les hypothèses d'un auteur ayant publié un livre détaillant sa théorie, mais il ne s'appuie pas sur ce livre, où il aurait pourtant trouvé toutes les hypothèses et références scientifiques à contester et de quoi dissiper d'éventuels doutes. Mais au lieu de cela, il utilise une seule interview comme référence pour répondre. Mais pourquoi seulement une ? Il y en a beaucoup sur Internet. Pourquoi a-t-il choisi la nôtre ? Parce que s'il en avait utilisé plus d'une, l'idée de la vidéo-réaction serait tombée à l'eau, ainsi que les avantages potentiels qui auraient pu en découler. Mais ce n'est pas tout. Il lui fallait une synthèse de la pensée de Ragusa. Il avait justement besoin, pour faire sa vidéo, de cette synthèse qu'il critique tant, il avait besoin de ces simplifications qui réduisent des pensées complexes en quelques mots, mais qui, évidemment, ne peuvent pas être exhaustives, mais qui servent le propos. Et il devait la trouver toute prête, il ne pouvait pas faire cette synthèse lui-même, parce que s'il avait fait ainsi, il n'aurait pas pu mettre en œuvre la technique du manque de compétences. Et puis, il y a une autre énorme contradiction dans cette opération. Moreau n'a clairement aucune estime pour notre travail, il le dit explicitement à plusieurs reprises. Mais alors, pourquoi utilise-t-il notre travail pour juger la préparation du professeur ? Quiconque a un minimum de familiarité sait que le montage vidéo peut être une réécriture et qu'il peut déterminer le sens même d'un discours. Alors pourquoi soudainement Moreau nous fait-il confiance ? Pour quelqu'un qui prétend réaliser une réaction scientifica, tout cela est embarrassant. Tout d'abord parce qu'il la réalise sans même avoir lu le travail qu'il s'apprête à critiquer, mais surtout parce qu'il fait confiance au travail de synthèse de quelqu'un qu'il ne respecte pas et qu'il considère même comme incompétent. Où est la rigueur scientifique tant vantée dans tout cela ? Nulle part. Mais peu importe. Il sait que le grand public préfère le sang aux contestations concrètes, et personne ne le lui reprochera, ou du moins la majorité ne le fera pas. Prenons maintenant le cas du bipédisme et de la position debout. Moreau nous ennuie pendant des dizaines de minutes sur ce sujet. Il suggère qu'on ignore la différence entre bipédisme et position debout, et cite plusieurs fois tous les êtres vivants bipèdes. Et il ignore volontairement que dans la vidéo, pour les raisons que nous vous avons déjà expliquées, tout ce concept avait été simplifié en bipédisme complet humain, en opposition à celui des animaux. Le bipédisme complet est une singularité, une caractéristique unique. S'il s'était référé au livre, il n'aurait jamais pu faire tout cela. Parce que dans le livre, évidemment, les arguments sont plus développés et approfondis, en plus des références aux différentes publications scientifiques. S'il avait trouvé des éléments à contester dans le livre, tout aurait été bien plus complexe, car il aurait dû contredire un raisonnement développé sur plusieurs pages et références. Perte est incorrecte. Dans la perte erronée. Nous avons simplement éclairci la fourrure, dans le sens où nous avons encore quelques poils. Mais ça va, d'accord ? C'est aussi une chose. Ici aussi on commence par une critique peu utile. On conteste le terme perte. Il serait plus correct d'utiliser éclaircissement de la fourrure parce que les poils se sont affinés et sont devenus plus petits. Dommage que, peu après, le même Moreau utilise le terme perte de la fourrure et ait du mal à ne pas répéter la même simplification pendant le reste de la vidéo. Et cela démontre, s'il en était besoin, l'inutilité de sa correction précédente, qui apparemment est inoffensive. Elle vise à susciter chez le spectateur l'idée d'autorité plutôt que l'incompréhension. Préparation. La perte de... C'est venu un peu, la perte de fourrure, la perte de la fourrure, l'éclaircissement de la fourrure est venu après. Le discours sur la fourrure se poursuit. Le professeur explique que plusieurs raisons, dont la sélection sexuelle, peuvent expliquer ce phénomène. Mais cela ne le convainc pas vraiment. À ce moment-là, Moreau intervient à nouveau, et que fait-il ? Il dit que les raisons pour lesquelles l'homme a vu sa fourrure s'éclaircir peuvent être multiples. Il présente une étude qui considère que la différenciation des parasites qui s'installent dans la tête, les poils du corps et les zones génitales pourrait être une possibilité qui, peut-être avec d'autres facteurs, contribue comme cause possible de tout cela. Après avoir dit cela, il parle lui aussi de l'éventuelle sélection sexuelle, et affirme que cette dernière hypothèse ne le convainc pas pleinement non plus. De la même manière, il est plausible, même si je ne pense pas que ce soit l'explication, mais il n'y aurait rien d'étrange si la perte de pilosité avait été sélectionnée par la sélection sexuelle. Donc, après encore 10 minutes, nous en sommes au point de départ. La discussion n'a pas bougé d'une virgule, nous n'avons entendu que des possibilités. C'est inévitable, car aucune certitude n'existe sur le sujet. Actuellement, seules des reconstitutions probables et des hypothèses existent. Et que fait Moreau ? Il sort le lapin du chapeau magique, les extraterrestres. Donc les extraterrestres, non ? Il y a toujours ce truc-là, c'est quelque chose d'assez typique.
Tout cela a encore une fois servi à alimenter cette perception d'autorité. Le discours s'est étendu, on y a ajouté des détails, sans toutefois apporter d'éléments décisifs à la question. Et en plus, s'est ajoutée l'idée que si l'on émet des doutes sur toutes ces reconstitutions, alors il n'existe qu'une seule possibilité. Les extraterrestres. Enfin, après de longues minutes, nous obtenons enfin quelque chose de concret. La vidéo explique comment la posture droite et la grosse tête propre à notre espèce peuvent menacer la reproduction. Dans un cas comme celui-ci, cela menace la vie du nouveau-né pendant l'accouchement et après, ainsi que celle de la mère. Ici, Ragusa fait remarquer que la mort de la mère peut poser problème pour la perpétuation de l'espèce. Si un nouveau-né meurt, on peut en avoir un autre, mais si la mère meurt, ce n'est plus possible. Quand le fait d'être prolifique conduit à la mort non seulement de l'enfant, mais aussi de la mère, tu dois comprendre, c'est un de ces aspects qui pourrait compromettre la perpétuation de l'espèce. Ce n'est certainement pas une invention de Ragusa. C'est un sujet connu et fascinant sur lequel de nombreux chercheurs se sont penchés. Parce que la question fondamentale est de savoir pourquoi ce trait a été favorisé par la sélection. L'avantage cognitif possible que peut apporter un grand cerveau suffit-il à l'expliquer ? Rappelons aussi qu'un grand cerveau n'est pas nécessairement synonyme d'intelligence. Ce qui compte, ce sont la quantité et la qualité des connexions neuronales. Si ce n'était pas le cas, des animaux au cerveau énorme comme les baleines seraient extrêmement intelligents. Mais revenons à notre sujet principal. Comme nous l'avons dit, de nombreuses études existent sur ce sujet. Et la question est largement débattue parce que le sujet est très complexe et fascinant. Mais Moreau semble avoir tout compris. Et cette fois encore, il utilise la technique de l'interruption pour approfondir. Mais cette fois, il en ressort quelque chose d'incompréhensible. Voilà, ici il y a un gros malentendu. L'idée de base est plus ou moins juste. Faisons attention aux mots. Moreau n'affirme pas que ce que dit le professeur à ce moment-là soit correct, mais plus ou moins juste. Même si le professeur dit quelque chose qu'il est vraiment difficile d'affirmer comme étant faux, il est important de souligner que ce n'est pas le cas. Ragusa est proche de la vérité révélée sans la connaître totalement. Pour contredire ce qu'affirme Ragusa, Moreau répète de façon plus détaillée ce que le professeur vient de dire. On ne comprend pas ce qui n'est pas correct, mais il ajoute un élément intéressant. C'est vrai, mais ici il faut prendre un instant pour comprendre de quel taux de mortalité nous parlons. Parce que si nous parlions d'une mortalité de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5, 10%, alors d'un point de vue effectivement évolutif, ce serait effectivement quelque chose de très particulier. Ici, Moreau se lance dans un charabia qui devient la preuve de la volonté de manipuler le discours. Sauf que cette fois, comme nous le verrons, tout tourne mal. Et le résultat, c'est juste une grande confusion. Ou plutôt, c'est la démonstration que toute cette vidéo de contestation est basée sur du vide. Mais pas à cause de ce qui est dit, qui dans ce cas semble inexact, mais à cause même de la manière dont cela se passe. Faisons donc un pas en arrière pour mieux comprendre. Rappelons que le professeur, en exposant les thèses du livre, se retrouve face à une petite équipe qui le filme avec 2 caméras, les lumières, et un interlocuteur qui le presse. Ragusa improvise. Il ne peut compter que sur ses souvenirs et ses qualités oratoires. Il n'a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit si sa mémoire le trahit sur un élément précis. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que, pour que l'entretien soit efficace, l'intervieweur doit au moins essayer de mettre à l'épreuve les thèses de la personne qu'il a en face de lui. Nous pouvons donc affirmer que la situation de Ragusa n'est pas comparable à celle dans laquelle se trouve Moreau. En effet, sa situation est confortable. Il enregistre dans son studio, il peut interrompre l'enregistrement quand et comme il le souhaite, et il peut approfondir et vérifier les données qu'il cite. Pourtant, nous constatons que les choses ne se passent pas comme prévu. Moreau, toujours avec l'intention d'interrompre et de contredire ce qu'il entend, affirme que la mortalité des mères n'est pas déterminante dans la perpétuation de l'espèce. Et pour ce faire, il cite les données de l'OMS relatives à la mortalité sur le continent africain en 2020, et il affirme que celle-ci serait en moyenne d'1 pour 1000. Le fait est que, aussi terribles que soient les morts pendant l'accouchement, elles restent tout de même dans l'ordre de grandeur d'1 sur 1000. Regardez, je consultais les données de l'OMS dans différentes parties du monde, par exemple dans les pays les plus pauvres. Il y a généralement moins d'1 mort pour 1000 lors des accouchements. Mais qu'est-ce que cela prouverait ? Comment peut-on comparer la mortalité actuelle avec celle d'il y a 200 000 ans ? C'est clairement un biais cognitif, utile pour soutenir sa thèse. À ce stade, on pourrait faire comme Moreau et citer le rapport de l'OMS que l'on trouve sur le site de l'Institut de la Santé,
qui affirme que dans la période de 20 ans entre 2000 et 2020, la mortalité a globalement diminué de 34%. Et on est passé de 339 décès à 223 actuellement pour 100 000 naissances vivantes. Pour mieux comprendre la tendance de la mortalité, nous pouvons encore une fois citer les données présentes sur le site de l'Institut supérieur de la santé, où l'on peut lire qu'en 1990, donc il y a seulement 34 ans chaque année, 546 000 femmes mouraient en couche, contre 287 000 en 2020, donc presque le double. Et cela il y a seulement 34 ans. Alors quel taux de mortalité pouvait-on avoir il y a 200 000 ans ? Nous ne pouvons évidemment pas le savoir, faute d'éléments concrets pour remonter aussi loin. Cependant, une donnée intéressante provient de la Rome antique. Plusieurs chercheurs ont essayé de comprendre quel type de mortalité touchait les femmes pendant l'accouchement. Évidemment, nous n'avons pas d'estimation précise. Nous ne pouvons pas en avoir, mais en croisant différentes données, comme des récits historiques, des chroniques, des coutumes et des traditions, plusieurs chercheurs ont estimé un niveau de mortalité important. Chaque femme risquait entre 1 et 3% de mourir pendant l'accouchement ou suite à des complications de lésions. Par exemple, Georges Duby et Michel Perrault en parlent dans Une humaine histoire des femmes en Occident, Keith Hopkins dans La population de l'Empire romain ou Judith P. Ecor-Hallett dans Les femmes romaines. Cette estimation semblerait donc contredire Moreau, non seulement sur le nombre de décès que nous avons vu être supérieur il y a seulement quelques décennies, mais aussi sur la possibilité même que l'espèce puisse être mise en crise par de tels événements. Parce que si nous parlions d'une mortalité de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5, 10%, alors d'un point de vue véritablement évolutif, ce serait effectivement quelque chose de très particulier. Entre 1 et 10%, la différence est énorme et je serai plus prudent avant d'avancer des chiffres, mais il est sans clair que la mortalité était bien plus élevée autrefois. Pour s'en rendre compte, il suffirait d'avoir lu quelques romans du 19e ou début 20e siècle qui évoquent souvent cet événement. Sans compter que ceux qui sont plus âgés parmi ceux qui nous écoutent auront sûrement entendu l'histoire d'une grand-mère, d'une tante ou d'une connaissance morte pendant ou à cause de complications de l'accouchement. Cela montre à quel point cette éventualité était répandue. Maintenant, si nous voulions utiliser la même méthode que Moreau pour délégitimer les paroles de Ragusa, nous pourrions nous appuyer sur ces données et souligner comment, en seulement 30 ans, la mortalité a été réduite de moitié. On pourrait citer les estimations de chercheurs issus de l'étude de documents et découvertes de la Rome antique. Mais nous ne le faisons pas, car le discours est de toute façon beaucoup plus complexe et ne peut pas se réduire à cela. Il faut prendre en compte de nombreux autres facteurs. On peut dire que dans la Rome antique, la mortalité était bien plus élevée qu'aujourd'hui. Et il est donc logique d'en déduire qu'à l'époque préhistorique, elle devait être encore plus élevée. Et comparer les données d'aujourd'hui avec celles d'il y a 200 000 ans n'a aucun sens. Mais Moreau, dans son empressement à contredire, commet tout de suite une autre erreur logique. Au cours des 30 à 40 000 dernières années, la population humaine n'a cessé de croître sur Terre, même avant l'invention des hôpitaux, soyons clairs. Et pourtant, de temps en temps, une fois sur 1000, la mère et l'enfant mouraient. Pourtant, la population humaine continuait de croître. Cette affirmation n'a aucun sens scientifique. C'est comme dire « Ne nous demandons pas pourquoi le soleil se lève puisqu'on le voit chaque jour ». Maintenant, nous sommes certains que si, à rôle inversé, nous avions dit ces phrases, Moreau aurait consacré au moins 20 minutes à toute cette histoire. Laissons cela et abordons le sujet suivant. Enfin, entre 200 000 et 150 000 ans toujours en Afrique, apparaît l'Homo. Sapiens. Maintenant, nous aimerions faire une petite parenthèse sur les dates que Moreau conteste dans notre vidéo, et nous en profitons pour lier tout cela à un nouveau sujet. Moreau précise par exemple que notre espèce serait apparue plus tôt que les dates que nous avons présentées dans la vidéo. Plus précisément, nous écrivons qu'Homo sapiens apparaît sur Terre il y a environ 200 000 ans, et Moreau précise qu'il existe des découvertes récentes qui repoussent cet événement jusqu'à 300 000 ans. Il y a quelques problèmes. L'un concerne la chronologie, dans le sens où, même ici, ce sont des datations peu récentes. 150 000, 200 000 ans ne sont plus très à jour. Par exemple, en 2017, cette étude assez connue a été publiée. Nous connaissons aussi l'étude que Moreau mentionne. Mais nous avons simplement choisi d'adopter une approche conservatrice, c'est-à-dire d'utiliser des données certaines et incontestables sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Et ce, même s'il existe des études récentes qui repoussent encore plus loin l'apparition de l'homme. Ce crâne qui est pratiquement sapiens et qui a vécu il y a environ 300 000 ans,
Pour être précis, il faudrait ajouter qu'il est vrai que des découvertes fossiles récentes, comme celle de Djebel Irhoud au Maroc, peuvent suggérer que les premiers spécimens d'Homo sapiens pourraient remonter à environ 300 000 ans, mais la datation de 150 000 à 200 000 ans que nous avons citée se réfère à un concept différent et tout aussi valable, celui de l'Ève mitochondriale, qui est l'ancêtre commun le plus récent dont descendent tous les êtres humains actuels par la lignée maternelle. Ceci, par exemple, est la page du site internet de Treccani. Et si nous allons voir, nous trouvons écrit « L'histoire d'Homo sapiens remonte à 100 000 à 200 000 ans au maximum. 300 000 selon la définition d'Homo sapiens qui est adoptée et selon que les différents fossiles datant de cette période soient considérés comme les derniers représentants d'Homo erectus ou les premiers d'Homo sapiens. » Cette contestation est cependant utile pour souligner un concept fondamental qui ouvre sur un nouvel élément important. Gardons à l'esprit qu'une étude, même correcte et vérifiée, ne modifie pas la pensée de la communauté scientifique. Pour que cela se produise, il faut du temps et d'autres études qui le confirment, mais cela Moreau le sait bien. Mais la plupart du public auquel il s'adresse, en revanche, ne le sait pas. Il sait donc que pour contredire la vidéo, il lui suffit de trouver une étude affirmant autre chose ou proposant l'hypothèse qu'il veut défendre et c'est réglé. Mais une seule étude, une seule recherche, même si elle est simple correcte, ne change absolument rien dans le débat scientifique. Cette façon d'argumenter s'appelle le cherry picking, un mot qui vient de l'anglais et qui évoque métaphoriquement l'idée de prendre dans un bol seulement les meilleures cerises et d'ignorer volontairement celles qui sont moins mûres ou de moins bonne qualité. Si je considère les cerises comme des recherches, je peux sélectionner celles qui soutiennent ma cause et ignorer les autres. Dans un domaine comme la théorie de l'évolution, où de nombreuses recherches et hypothèses existent, pensons au débat sur la perte de la fourrure. Excusez-moi, l'éclaircissement et l'amincissement des poils du corps, on trouve de très nombreuses hypothèses, parfois contradictoires, qui peuvent être utilisées selon le type de narration que l'on préfère suivre. Une autre contestation importante, Moreau l'a fait lorsque Ragusa introduit dans le discours le thème de l'ADN. La différence qu'il y a entre nous et les singes est une différence minime. De quelques points de pourcentage, 5%. Ici, ça me fait rire car les différences entre nous et les autres singes, en fait nous sommes aussi des singes, relèvent simplement de nomenclatures particulières. Mais les nomenclatures particulières citées par Moreau sont celles-ci. Je peux tout casser et il a des heures, des putains de poissons. Excusez-moi pour cette petite interruption, mais après avoir assisté à une énième précision inutile qui poursuit toujours le même but, il est inévitable de se demander si la rigueur d'exposition exigée par Moreau ne s'applique qu'à Ragusa, ou si Moreau bénéficie plutôt d'un laissez-passer spécial qui lui permet de s'exprimer comme il l'entend. Quoi qu'il en soit, le discours continue et le professeur explique à quel point la différence qui caractérise les particularités humaines est minime si l'on observe l'ADN. La différence qu'il y a entre nous et les singes est minime, de quelques points de pourcentage, 5% si l'on veut vraiment être large. Dans ces 5% de différence se cachent, d'un point de vue phénotypique, morphologique, fonctionnel, structurel, physiologique, etc., des différences abyssales. Et donc, en effet, cela a toujours été l'une des préoccupations des spécialistes du génome, des génomiciens, de réussir à comprendre quels étaient les déterminants génétiques qui faisaient qu'un homme soit un homme et qu'un singe soit un singe. L'attention des chercheurs s'est portée vers une autre partie du génome qu'on appelle l'ADN poubelle, c'est-à-dire l'ADN. L'idée est qu'on a longtemps étudié les gènes, qui sont très similaires. Alors que la zone qu'on appelle ADN poubelle, cependant, c'est un terme erroné, utilisé de cette façon ici dans cette vidéo, dans le sens où ADN poubelle. Si ensuite on parle de zone non codante, mais régulatrice, on ne peut pas parler d'ADN poubelle. D'accord. Mais bon, ça c'est une autre question. Ici, l'aspect intéressant, c'est justement cette aura de mystère. Nous avons regardé les gènes sont très similaires, mais ensuite, si on va voir dans les zones non codantes, on trouve d'énormes différences. À ce stade, il n'est pas clair de quoi il s'étonne. Moreau affirme ne pas comprendre ce que veut dire le professeur, mais en même temps, il dit qu'il se trompe. Du moins, c'est ce qu'on croit comprendre, car il ne comprend pas ce qu'affirme le professeur. Mais honnêtement, nous avons du mal à comprendre ce que veut dire Moreau et surtout ce qu'il conteste.
L'essentiel des différences au niveau même de l'ADN entre l'homme et le singe se trouve précisément dans la portion non codante du génome. La portion non codante du génome est cette partie de l'ADN qui ne contient pas d'informations pour produire des protéines. Et pourquoi est-elle si importante? Tout d'abord parce que beaucoup des différences que l'on cherchait entre l'homme et le singe pourraient se trouver là. Il existe de nombreuses études qui le suggèrent, mais il y a plus, parce qu'il est vrai que la plupart des gènes codant pour les protéines de notre espèce, nous les partageons avec les singes, donc du point de vue des protéines, il ne semble pas y avoir beaucoup de différences, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que si nous regardons comment les mêmes gènes chez l'homme et le singe sont activés et désactivés, donc la façon dont ils sont exprimés au cours du développement embryonnaire de notre espèce par rapport au développement embryonnaire des singes, on se rend compte que les vraies différences sont là. C'est là que nous voyons les différences les plus évidentes, les différences les plus macroscopiques, surtout pendant le développement du cerveau. C'est-à-dire, en d'autres termes, les mêmes gènes que possède le singe sont également présents dans notre espèce, mais nous les activons, nous les faisons fonctionner. Disons-le ainsi, d'une manière différente, de façon plus spécifique, précisément au niveau cérébral, pendant le développement de ce dernier. Même chez l'adulte, mais surtout pendant le développement de ce dernier. Et qu'est-ce qui active ou désactive les gènes de manière spécifique? C'est justement cette portion non codante du génome. Très probablement, les explications de notre humanité se trouvent là. D'accord? On y est? Vous avez compris? La portion non codante est celle où se trouvent la plupart des différences qui entraînent une profonde différence dans la façon dont les gènes sont exprimés. Et donc, justement, bon les gars, ça vaut pour tous les animaux. Il y a d'énormes différences, parfois dans les régions codantes, mais parfois dans les régions non codantes, mais régulatrices. Marco Ragusa est convaincu que les zones non codantes, ce qu'il étudie aussi en partie, non. Il n'y en a que chez l'homme et que les différences entre les zones non codantes sont la règle chez les animaux, ou alors il y a une intention mystérieuse, je ne comprends pas à quoi ça sert, elles servent à cette parenthèse. Voilà. Ici, nous assistons au sempiternel procès d'intention, et il serait intéressant de comprendre d'où Moreau tire l'idée que Ragusa pense que c'est un aspect qui ne concerne que les êtres humains. Avez-vous entendu le professeur affirmer cela? Le professeur dit autre chose, que les différences entre un homme et un singe, qui ont un génome très similaire, ne résideront pas seulement dans les gènes codants, mais aussi dans les gènes non codants. Et c'est là que pourrait se cacher la véritable différence. Et si on regarde comment les mêmes gènes chez l'homme et le singe sont activés ou désactivés au cours du développement embryonnaire de notre espèce par rapport à celle des singes, on se rend compte que les vraies différences résident là-dedans, surtout pendant le développement du cerveau. Les mêmes gènes que le singe sont aussi chez l'homme, mais ils fonctionnent différemment lors du développement cérébral. Et qu'est-ce qui les active ou désactive? C'est la partie non codante de l'ADN. La réalité que chacun peut vérifier en regardant la vidéo, c'est que Ragusa a simplement évoqué une découverte importante faite récemment. Une découverte importante qui a eu lieu récemment. On a constaté que, très probablement, ce qui différencie les êtres vivants n'est pas les gènes codants, contrairement à ce que l'on pensait. Mais il semblerait plutôt que cela concerne davantage les fonctions de cette partie du génome que l'on considérait autrefois comme inutile et que l'on appelait même ADN poubelle ou junk ADN. En fait, selon certains évolutionnistes, l'ADN poubelle aurait représenté la preuve de tous les processus évolutifs survenus au fil des années. Il était donc vu comme un matériau de rebut. Après environ 1 heure, Giacomo Moro annonce que la partie la plus intéressante de la vidéo commence. Je vous en prie, c'est la plus belle partie de la vidéo. Les gars, là ça commence, ça devient un délire. Jusqu'ici, la vidéo restait encore acceptable. À partir d'ici, ça prend une tournure très ridicule. Ok, vous êtes prêts? À ce moment de la vidéo, le professeur explique que le cerveau n'est pas fait pour nous rendre plus intelligents, mais doit être vu comme un puissant matériel informatique. Mais qui, sans un bon système d'exploitation, n'arrive pas à exploiter tout son potentiel? Notre cerveau, en tant qu'organe, n'est pas, génétiquement programmé pour faire de nous des créatures intelligentes. Plus intelligent que le reste du monde animal, ce n'est pas ça. C'est comme si c'était du matériel informatique, un peu comme quand on achète un super ordinateur. À l'allumage, aucun système d'exploitation n'est présent, donc inutilisable. Moro coupe immédiatement Ragusa. Rappelez-vous que c'est sa technique.
Il affirme qu'il y a bien un système d'exploitation, mais plus basique. Alors, dire qu'il n'y a pas de système d'exploitation n'est pas tout à fait exact, car le cerveau n'est pas une table rase, il possède des heuristiques. Banalement. Nous sommes particulièrement doués pour reconnaître les visages. Dès que nous les voyons, nous avons déjà la capacité de reconnaître certaines lois physiques automatiquement. Par exemple, si nous voyons un objet après quelques mois de vie, mais même si nous venons à peine de naître, essentiellement sans l'avoir appris, voilà, disons-le comme ça. Il existe des expériences très connues sur ce sujet chez les humains et les poussins. Elles montrent que nous avons déjà en nous, disons, des règles de base. Si nous voyons une pierre se déplacer, disons, horizontalement, nous avons tout de suite tendance à « cela attire notre attention car nous pensons que quelqu'un la pousse ». Même sans connaître les lois de la physique, nous les avons en quelque sorte câblées en nous, elles font partie de nos heuristiques. D'accord. Il explique que notre cerveau seul ne suffit pas pour toutes nos capacités cognitives, un entraînement est nécessaire. Dès qu'il relance la vidéo, les premiers mots du professeur sont ceux-ci. Génétiquement, le système d'exploitation est activé dans notre cerveau, mais il reste très basique. Très marginal, cela ne nous distingue pas particulièrement du reste du monde animal. Mais alors, à quel moment devenons-nous aussi intelligents? Même dans ce cas, l'interruption de Moreau n'a servi à rien, car il disait exactement la même chose. Mais ici aussi, en interrompant le discours, il a réitéré sa technique et surtout, souvenez-vous avec quels mots il a commencé son discours. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ensuite, il se passe quelque chose de singulier. Notre vidéo présente une coquille, un graphique destiné à une autre vidéo apparaît. Le Soleil nous révèle des mondes extraterrestres incroyables. Pour Fermi, une inscription est apparue parmi les neurones. Et la mort d'autres neurones. Tous les cycles. Le Soleil nous révèle des mondes extraterrestres incroyables. Putain, c'est quoi ce bordel? Bon, je ne pense pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec le sujet. Mais bon, d'accord, tout va bien. Avec la mer. Il en parle aussi dans sa dernière vidéo publiée récemment et s'amuse beaucoup. Le Soleil nous révèle des mondes extraterrestres incroyables, avec même un cerveau, avec des galaxies à l'intérieur. Vous comprenez? C'est le contexte. Il n'est jamais explicitement mentionné, mais le contexte contribue beaucoup à en faire une narration de ce genre, au point que la plupart des commentaires portent là-dessus. Pourquoi est-ce que je précise tout cela? Parce qu'il est important de se regarder en face et de ne pas se mentir. Moreau a parfaitement raison. Il est important de se regarder en face et de ne pas se mentir. Donc expliquons ce qui s'est passé. Le monteur, en composant la timeline, a par erreur inséré le texte d'un visuel qui était destiné à une autre vidéo. En fait, ce panneau fait référence à cette vidéo. Elle explique simplement comment la courbure de l'espace due à la gravité du Soleil sert de lentille gravitationnelle pour observer des planètes hors du système solaire à des centaines d'années-lumière. Le terme « alien » indique seulement de façon figurée la diversité des mondes que nous pourrions un jour observer avec plus de précision. Un sujet très fascinant. Ce panneau qui amuse beaucoup Moreau, en réalité, révèle le biais cognitif concernant les extraterrestres sur lequel repose toute la prétendue réaction, qui en vient même à voir des constellations à l'intérieur de l'image du cerveau, où il perçoit un complot hypothétique ou un message subliminal qu'il dévoile habilement. Ce que nous conseillons à Moreau, puisqu'il a entamé une nouvelle carrière de débunker, c'est de vérifier les déductions qu'il propose à son public. Parce que si cela n'arrive pas, on risque au mieux de se ridiculiser, au pire de se retrouver dans des situations plus graves. Mais quel est le rapport entre tout cela et Ragusa? Qu'une chaîne puisse aussi enquêter sur des faits, des personnages et des théories à la limite de la connaissance. Cela n'implique pas que la personne interviewée dans un travail donné partage toutes les idées exprimées dans les vidéos précédentes. Donc laissons Moreau à ses idées préconçues et à ses déductions astucieuses, mais nous l'invitons à faire preuve de plus de prudence en les exprimant. Et maintenant, poursuivons avec notre vidéo. Après les 2 premières années de vie, les connexions entre les neurones se stabilisent. Lorsque les circuits ne sont pas utilisés, quand ne sont-ils pas utilisés? Lorsqu'il y a une absence de stimulation, ces connexions interneuronales meurent. Les neurones meurent tous. Ce phénomène peut aussi être observé de façon encore plus extrême, chez ceux qu'on appelle les enfants sauvages, c'est-à-dire ces enfants qui, pour diverses raisons, ont été élevés dès leur plus jeune âge par des animaux. Alors, dans ce cas-là, le stimulus que subissent ces nouveau-nés est un stimulus de type, animal.
est clairement là, la formation. Le type de stimulus, est très faible et leur système nerveux central se développe de manière très primitive. Maintenant, pourquoi tout cela et qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, cela nous semble évident et à la base de la pédagogie. Ces choses que je vous ai dites le sont, Elles le sont, elles le sont. mais il y a des centaines de milliers d'années. Quel type de stimuli hautement culturels les parents pouvaient-ils offrir à leurs enfants? En admettant que les parents s'occupèrent des enfants, surtout la mère, comme disons, ils s'en occupent aujourd'hui. Ici, Moreau semble ne pas très bien comprendre ce que veut dire le professeur. L'exemple des enfants sauvages amène à croire que le professeur dit que les enfants primitifs vivaient comme eux. Il n'a absolument aucun sens de penser qu'autrefois les petits de notre espèce ou des espèces qui nous ont précédés vivaient d'une certaine manière comme les enfants sauvages, n'est-ce pas? Comme ces individus qui avaient été élevés par des animaux, ils avaient certes été élevés par d'autres animaux, bien sûr, parce que nous étions quand même des animaux, mais qui avaient une culture, qui avaient une certaine transmission culturelle. Mais le professeur n'a pas dit cela, il a simplement réaffirmé, avec un exemple, que notre cerveau a besoin de certains stimuli et que sans stimuli culturels, il peut se limiter à des fonctions basiques. Cela ne lui donnerait pas un avantage notable sur les autres animaux, comme l'ont prouvé les études sur les enfants sauvages. Notre cerveau, donc, est l'organe qui a généré la culture, mais pour fonctionner, il a besoin de stimuli culturellement marqués, une sorte de boucle. Moreau interrompt aussitôt le professeur et affirme que cela n'a aucun sens. Parce que la culture a évolué au fil du temps, et donc, au début, on partageait ce qu'on avait appris. Il y a eu une coévolution continue. Gène ou cerveau, culture. Donc, chez les australopithèques, il y avait des aspects culturels, non? Faisons, c'est-à-dire faisons. Les outils se fabriquent et se taillent d'une certaine façon. On mange ces baies plutôt que d'autres. Celle-ci est toxique, celle-là non. Fais attention, celui-là peut te manger, celui-là non. Si tu sors pendant la journée, fais attention à ne pas te faire manger par le lion. Et petit à petit, les cultures se sont intensifiées à mesure que les cerveaux se développaient. Et donc, il se développait peut-être une dimension plus sociale, où il était aussi important de créer des groupes. Les dynamiques entre les groupes étaient particulièrement importantes. Les individus qui avaient un cerveau plus grand se retrouvaient avec des avantages, les cerveaux grandissaient, mais alors les cultures grandissaient aussi. Coévolution, gène, culture, coévolution, cerveau, culture. Donc, on sous-entend que le professeur pense que ce n'est pas le cas, alors qu'en réalité, si l'on se souvient d'où est parti son raisonnement, il ne fait que réaffirmer le concept selon lequel les premiers stimuli culturels pouvaient eux ne pas être suffisants pour fournir un avantage sur le monde animal dans un environnement hautement compétitif et dangereux. Pas qu'il n'existait pas. À ce stade, le professeur se demande quand dater la culture. Après avoir dit que ce n'est pas simple, il indique une période d'il y a environ 40 à 45 000 ans. À ce moment-là, Moreau explose, affirmant que le professeur ne sait pas de quoi il parle et n'a aucune idée de ce qu'est la culture. Et ici, le professeur Marco Ragusa n'a manifestement pas compris, il ne sait pas ce qu'est le concept de culture, c'est-à-dire la transmission culturelle d'informations. La culture existe aussi chez d'autres animaux. Mais qu'est-ce que la culture? Dante? Quelle drôle d'idée qu'il a de la culture. Ici, Moreau continue en disant que la transmission culturelle existe aussi chez les animaux, il en cite quelques-uns, et que la culture se transmet de génération en génération et qu'au mieux elle se complexifie. Que ensuite la naissance de la culture. 40 à 45 000 ans en arrière, mais qui le dit? Personne ne le dit. Au mieux, 40 à 45 000 ans en arrière. On en trouve en Europe ou dans certaines parties de l'Afrique les premières, disons, traces de dessin, mais ce n'est pas le début de la culture. Avant, peut-être que la culture s'exprimait d'autres façons, par la danse, par la transmission de techniques, par le développement des outils. Les outils, nous en avons une idée très claire. Pendant 3 millions d'années, nous voyons différentes cultures, des cultures lithiques qui changent au fil du temps depuis environ 2 millions d'années. Et ça, c'est une culture qui se transmet de génération en génération. Moreau, donc, semblerait avoir révélé l'ignorance du professeur. Mais reprenons un instant le fil du discours de Ragusa, là où nous en étions restés. Il expliquait comment le manque de stimulation culturelle rendait le cerveau moins performant. Il évoque la période d'il y a 40 000 à 50 000 ans où nous aurions commencé à avoir des preuves d'une utilisation plus avancée du cerveau. On peut certainement faire remonter la naissance de la culture aux premières activités sociales de l'être humain.
Mais il y a 40 000 ans, c'est précisément cette période qui est généralement désignée de manière conventionnelle comme un véritable tournant dans l'histoire humaine. Cette période est tellement significative qu'on l'appelle le grand bond en avant. Au cours de ces années, nous assistons à une accélération surprenante des comportements culturels complexes. C'est à ce moment-là que les premières formes d'art rupestre apparaissent, que des outils en pierre de plus en plus raffinés sont créés et que même des instruments de musique rudimentaires font leur apparition. De plus, les traces de sépultures élaborées, de totems et de symboles indiquent le développement de formes embryonnaires de spiritualité, probablement liées aussi à une utilisation plus complexe du langage. Ce sont des faits bien documentés et reconnus par la communauté scientifique. Cela ne signifie évidemment pas que tout s'est produit soudainement, mais seulement qu'une accélération dans le développement de comportements culturels complexes et d'expressions symboliques a été constatée durant cette période. Donc, une utilisation plus approfondie de nos capacités cognitives. Le professeur faisait référence à ses compétences supérieures, car c'était précisément le sujet de son discours. Et il le réaffirme peu après, lorsqu'il déclare qu'à l'aube de notre espèce, nos ancêtres avaient un cerveau qu'ils ne pouvaient non pas utiliser pleinement. J'imagine les premiers humains il y a 200 000 ou 300 000 ans. Si l'on veut remonter un peu plus loin, il est vrai qu'ils avaient cette grosse tête, mais ils n'avaient pas, ils avaient une version du logiciel très basique, donc ils ne pouvaient pas l'utiliser. Non seulement ils ne pouvaient pas l'utiliser, mais cela leur conférait aussi une attitude et une intelligence qui n'étaient certainement pas performantes si on les regarde à l'échelle globale. Ce phénomène, c'est comme si la nature, il y a des centaines de milliers d'années, avait sélectionné positivement un organe qui nous causait beaucoup de problèmes. Comme on l'a dit plus tôt, nous ne l'aurions utilisé pleinement que des centaines de milliers d'années plus tard. D'un point de vue évolutif, c'est très étrange car la nature est pragmatique. Elle préfère l'homme actuel à la poule humaine et ne fait pas de plan. Surtout pas quand l'organe en question augmente même ta létalité. Donc, nous avons deux possibilités, non? Ça ne peut pas être ça l'histoire, donc soit l'histoire est fausse, soit les extraterrestres A ou B. A ou B. A ou B. Apparemment, Moreau, De façon moqueuse, répond que la seule solution à la question posée par le professeur, ce sont les extraterrestres. Le professeur, en revanche, met sur la table l'une des nombreuses réponses proposées officiellement à cette question. Même dans ce cas, on peut parler de sélection sexuelle. Donc, nous devons imaginer que nos lointains ancêtres préféraient s'accoupler avec des personnes qui avaient cette grosse tête, même si ces personnes n'étaient pas particulièrement plus intelligentes que les autres. Moreau va même jusqu'à interrompre le professeur, affirmant qu'on ne peut pas exclure la sélection sexuelle. quelles forces ont favorisé la croissance du cerveau? Plusieurs hypothèses existent, la plus probable étant l'hypothèse du cerveau social, selon laquelle on estime que dans un environnement social, être toujours un peu plus intelligent que la moyenne, c'est récompensé parce que cela te permet justement de séduire la femelle, donc il s'agit de sélection sexuelle, mais aussi tout simplement d'obtenir des avantages sur les autres individus, non? Les convaincre d'aller à la guerre à ta place, tout simplement. Être plus intelligent, est-ce vraiment récompensé? Ceci aussi n'était qu'une hypothèse, car dans un environnement social, une intelligence supérieure n'est pas toujours un avantage, d'autres qualités peuvent être récompensées, par exemple dans un environnement incertain, pour la survie immédiate. Même si l'intelligence peut aider au développement d'outils et de techniques, les capacités physiques, comme la force et l'endurance, peuvent te donner un avantage immédiat pour la survie. Et la capacité à protéger la progéniture pourrait être plus déterminante que l'intelligence. En d'autres termes, l'intelligence doit être confrontée au contexte environnemental et social, et n'est pas toujours décisive. En regardant autour de nous aujourd'hui, le monde n'est pas dirigé par les plus intelligents. Quoi qu'il en soit, avançons, mais il est tout de même important de comprendre qu'il existe aussi un débat sur ce point. La discussion se déplace vers une autre particularité de l'homme, la néoténie, ce phénomène par lequel, même à l'âge adulte, une espèce conserve des caractéristiques enfantines. Le professeur affirme que la néoténie n'est pas si répandue dans la nature et cite un exemple. Là encore, Moreto apporte des précisions et commence une liste de plantes et d'animaux présentant des traits néoténiques, affirmant que la néoténie est très courante dans la nature. J'ai cherché néoténique sur Google Scholar pour voir combien de résultats il y avait. Il y en a 11 500 et ils ne concernent pas les animaux domestiqués.
Ici, il y a une discussion à propos des salamandres. Ici, on parle des chimpanzés. Non, ici, bon. Non, ici, c'est des humains. Donc, parfait. Ici, à l'intérieur d'un groupe de plantes. Ici aussi, un autre groupe de plantes. Ici, nous évoquons un autre groupe de lichens, puis un autre groupe de médicaments d'amphibiens. Cette espèce est apparentée à l'axolotl. Ce que cependant Moreau n'ajoute pas, c'est qu'il existe différents types de néothénie, partielle, complète, facultative, permanente, induite ou permanente, obligatoire. Tout mettre dans le même panier est une généralisation faite avec la volonté précise de semer la confusion. De plus, chez les plantes, il s'agit d'un phénomène qui rappelle la néothénie dans notre espèce, alors que chez nous, la néothénie est permanente et obligatoire, tandis que chez l'axolotl, par exemple, il y a la transformation en ambystome. Lorsqu'on ajoute des hormones thyroïdiennes dans l'eau. La discussion continue et se déplace sur le fait que les animaux domestiqués présentent des traits néothéniques, et que l'homme en présente aussi. Comme le dit le professeur, Darwin connaissait aussi ce sujet. On continue en comparant notre espèce aux Néandertaliens, en soulignant que les sapiens présentent des aspects néothéniques. Et en plus, on ajoute que notre espèce présente des traits typiques d'une espèce qui a subi un processus de domestication. Ici, le professeur pose une question provocatrice. À ce stade du discours, n'importe qui aurait pu la poser. Notre espèce a-t-elle été domestiquée par quelqu'un ? Cette question embarrassante trouve sa réponse dans quelque chose d'assez complexe à comprendre, à savoir l'autodomestication. L'autodomestication est une sorte de réinterprétation de ce phénomène dont nous parlions plus tôt, c'est-à-dire la sélection sexuelle associée aussi à la sélection sociale. Donc, qu'est-ce que la sélection sexuelle? Qu'est-ce que la sélection sociale? C'est le fait de préférer au sein d'un groupe, d'une tribu, etc. les individus moins agressifs, les plus dociles, les plus doux. Le professeur explique que la sociabilité et la sélection sexuelle peuvent constituer une réponse. Les animaux aux traits plus doux ont été sélectionnés. Même Moreau semble d'accord. Et il est possible que les animaux plus prosociaux puissent tout simplement avoir des avantages par rapport à ceux qui sont plus antisociaux, tout simplement. Ils peuvent réussir à mieux coopérer avec des individus de la même espèce et donc s'allier, et cela peut donner des avantages énormes. C'est ça, la sélection naturelle. Cela ne va pas à l'encontre de la sélection naturelle. Un connard, un tyran, peut-être qu'il paraît plus fort, mais deux individus plus dociles peuvent facilement poser des problèmes à quelqu'un de plus tyrannique. C'est assez logique, c'est quelque chose qui peut arriver. Et si à la docilité sont aussi liés des traits morphologiques qui mènent peut-être à un visage plus aplati ou des choses comme ça, alors ces gènes vont se répandre. Ce n'est pas si absurde à imaginer, non ? Le professeur va plus loin, il affirme que nous devons considérer que nous ne sommes pas des animaux si dociles, car nous sommes les seuls animaux à faire la guerre. Évidemment, Moreau saisit l'occasion pour démontrer que d'autres animaux aussi font la guerre. La précision est juste, de nombreux animaux adoptent des comportements que l'on peut aisément assimiler à la guerre. Mais il est aussi vrai que la guerre, rendue possible par nos capacités développées au fil du temps, présente des caractéristiques qui la distinguent de celles des animaux. Mais cette réflexion a peu d'importance dans le parcours que nous suivons, elle est plus pertinente pour notre discussion. Ce que Moreau dit un peu plus tard. Ici, la question en jeu est celle de l'agressivité, de la guerre, mais cela n'a rien à voir. Là où elle agit, disons-le, on l'appelle sélection sociale, ou le fait que des individus plus dociles, plus prosociaux, disons plutôt prosociaux, puissent être récompensés. C'est à l'intérieur des groupes sociaux de référence au sein de la tribu. L'une des caractéristiques de notre espèce, mais aussi d'autres singes, c'est que nous avons beaucoup ce mécanisme de l'endogroupe-exogroupe. Nous avons tendance à former des groupes particulièrement prosociaux, altruistes, envers notre groupe de référence, souvent la famille, mais parfois cela peut s'élargir, non, à la tribu. Et puis particulièrement agressifs envers ceux que nous ne reconnaissons pas comme faisant partie de notre groupe social, des nôtres, en un certain sens. Réfléchissez-y une seconde. Coopération et compétition entre groupes, ce ne sont pas deux choses qui s'excluent. Au contraire, souvent la compétition entre groupes peut limiter la coopération à l'intérieur de son propre groupe social. Cette hypothèse, cependant, ne prend pas en compte la compétition à l'intérieur d'un groupe. On simplifie et on pense que les dynamiques internes ne sont pas si importantes. On ne mentionne pas la hiérarchie ni la lutte pour le leadership, ni les facteurs sociaux et environnementaux pouvant remettre en cause cette hypothèse.
Du manque de ressources, de la compétition sexuelle, très souvent brutale et physique, jusqu'aux pressions environnementales et sociales. D'ailleurs, ce n'est pas une règle générale. Tous les animaux sociaux ne développent pas de caractère néoténique. Donc même dans ce cas, nous avons des hypothèses plus ou moins correctes. La néoténie peut résulter de plusieurs facteurs, pas d'un seul. Donc pour récapituler, on peut dire que ces caractères que les hommes partagent avec les espèces domestiquées ont pu être sélectionnés pour différentes raisons. Sélection sexuelle, développement cérébral prolongé, favorisant l'apprentissage, l'adaptation sociale et la coopération. Ce sont plus ou moins les hypothèses qui sont actuellement prises en compte. À ce stade, Ragusa reprend la discussion après avoir évoqué les hypothèses orthodoxes sur l'origine des caractéristiques des hommes propres aux espèces domestiquées. Il se demande si tout cela peut être expliqué par la présence d'un sélectionneur. Mais il se passe quelque chose d'étrange, car dès les premières minutes, Moreau attribue l'idée d'une intervention extraterrestre. Mais le professeur rejette l'idée d'une intervention d'un sélectionneur parce qu'il la considère comme une théorie marginale, non démontrable. Cependant, il y a certaines possibilités que nous pourrions évoquer sans avoir à recourir à je ne sais quelle, disons, théorie marginale. Il s'est domestiqué, il a été domestiqué de manière inconsciente parce qu'il s'est retrouvé à proximité ou à l'intérieur de structures fermées, protégées. C'est donc un type de domestication qui implique une domus, d'où le terme domestication, c'est-à-dire une structure protectrice, fermée, une enceinte, disons, pour que l'on se comprenne. À mon avis, si on la regarde de ce point de vue, tous ces caractères étranges, bizarres, contre-évolutifs de notre espèce pourraient être contextualisés parce que, soyons honnêtes, le fait d'être sensible, le fait d'être sans poils, le fait d'avoir ces enfances si prolongées, le fait d'avoir des accouchements si douloureux et si risqués pour la survie, si on les contextualise dans un environnement protégé, fermé, alors ils peuvent, être compatibles avec la survie de l'espèce. Toute cette problématique de ces caractères qui, nous mettaient d'une certaine manière dans l'embarras face aux autres espèces, de proies, de prédateurs. Si on imagine tout cela à l'intérieur d'une domus, quelle que soit la domus, d'accord? Je ne rentre pas dans le détail de la domus. Et alors oui, ils peuvent se développer. Donc le professeur propose l'idée que, à un moment précis de l'histoire, nos ancêtres seraient tombés sur une zone protégée, à l'abri des prédateurs et avec des conditions favorables. Et cela pourrait expliquer comment les difficultés de l'accouchement dues à la grande taille du crâne, les longs soins parentaux, les caractères néoténiques et ainsi de suite, n'ont pas influencé son évolution. Le professeur affirme que l'essentiel de son discours est que les particularités de l'homme pourraient s'expliquer dans une zone naturelle protégée et avantageuse. Dans un environnement fermé, cela a du sens. Dans un environnement fermé, l'accouchement a aussi du sens. Disons l'accouchement avec une prise en charge obstétricale. Dans un environnement fermé et protégé, il est logique et même possible d'avoir une enfance prolongée car les petits n'ont rien à craindre. Voilà, sinon comment faut-il interpréter le discours de la domestication que notre espèce, à un certain moment, enfin pas notre espèce, mais ceux qui nous ont précédés, on parle de centaines de milliers d'années en arrière, peut-être même des Erectus. Ils se sont retrouvés, pour une raison ou une autre, dans un environnement fermé, protégé, à l'intérieur duquel ils ont pu développer des adaptations qui, dans la nature, dans un environnement naturel, au contact des autres animaux, n'auraient jamais pu se développer. Disons que c'est un peu le point d'arrivée de tout ce discours, n'est-ce pas ? Toutes ces bizarreries, au final, si on les prend toutes individuellement, qu'on les met dans un enclos, parce que si je dis domus, ça pourrait peut-être être interprété différemment, n'est-ce pas? Si on les met dans un enclos, alors oui, tout a plus de sens. Ensuite, si vous me demandez, mais cet enclos, qu'est-ce que c'est? Mais je ne le sais pas. Moi, ça peut être un enclos naturel, ça peut être... je ne sais pas. L'hypothèse de Ragusa soulève de nombreuses questions, notamment sur sa compatibilité avec les fossiles découverts en Afrique et l'emplacement possible de cette zone. Quand cela s'est produit, combien de temps cela a duré, etc. Mais notre vidéo se termine ainsi, laissant toutes ces questions en suspens. Dans le livre, ces questions sont approfondies, et davantage de réponses et de détails sont apportés. Mais comme dit au début, nous ne sommes pas le professeur et ne pouvons ni ne voulons répondre à sa place.
Nous pouvons seulement dire qu'ayant connu la gentillesse du professeur, nous sommes sûrs que s'il y avait eu un intérêt sincère à clarifier certains points de son hypothèse, il se serait prêté à un débat et à une discussion. Nous ne comprenons pas pourquoi Moreau, qui suit le professeur depuis des années selon la vidéo, ne l'a jamais invité sur sa chaîne pour débattre, alors qu'il l'a fait avec d'autres invités. Pourquoi ne pas lui poser ces questions, qu'il jugeait peut-être cruciales pour réfuter son hypothèse? Quel était le but? Contester un langage simplifié, relever des imprécisions et évoquer des extraterrestres hors contexte? Il aurait été plus utile d'aborder les sujets les plus controversés, mais malheureusement les choses ne se sont pas passées ainsi. Au contraire, maintenant quelque chose d'inquiétant commence après avoir réaffirmé qu'il suit Ragusa depuis des années et qu'il a mené des enquêtes à son sujet. Des enquêtes ont confirmé combien le professeur est estimé par la communauté scientifique et jugé compétent par ses étudiants. Il déclare que malgré cela, il doit être empêché d'exprimer son hypothèse publiquement. À mon avis, on ne peut pas, d'une certaine manière, laisser passer qu'un professeur d'université, qui est aussi payé avec notre argent, puisse aller se promener sur Internet, à raconter essentiellement ces choses qui sont en grande partie fausses, en grande partie non vraies, et qui contribuent certainement à donner une image de l'évolution humaine très différente de ce qu'elle est réellement. D'accord, donc selon moi, c'est quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut faire. Comme tout populiste, pour exciter les foules, il parle du « et c'est moi qui paie ». Hey yo, ça va? La sale question de l'argent pour rendre acceptable son idée de censure. Mais il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement une réflexion de sa part. Il lance alors un appel à l'action à tous les Catanais. Donc bon, voyez par vous-même si vous êtes de Catane, si vous êtes d'une manière ou d'une autre concerné par la présence de ce professeur, si vous souhaitez signaler cela à votre université, moi je ne le fais pas, faites-le vous-même si cela vous intéresse. Mais justement, c'est grave qu'il y ait des professeurs d'université qui aillent faire ce genre de choses. Pourquoi Moreau lance-t-il la pierre sans assumer? S'il souhaite punir le professeur, pourquoi ne le fait-il pas lui-même après toutes ces années sans? Il dit le suivre depuis longtemps, alors pourquoi ne l'a-t-il jamais fait? Non, clairement il veut autre chose, il veut faire du bruit et donc il incite son public, plus de 200 000 personnes, à faire entendre leur voix. Et donc qu'on prenne les fourches, qu'on assiège l'université de Catane, qu'on crie tous ensemble que le professeur vit avec notre argent. Et donc il ne doit pas se permettre de parler en public de ses idées. Et l'université de Catane doit prendre des mesures immédiatement. Le professeur Ragusa doit se taire. Nous ne savons pas ce que Moreau a en tête, ni quel type de mesures il propose, s'il souhaite une mesure disciplinaire, ou si son but est d'aller jusqu'au licenciement. Mais voilà qu'après avoir invité tout le monde à agir, Moreau ouvre grand les bras et fait preuve de magnanimité, il se dit prêt à un débat. Mais cette ouverture ne dure que quelques secondes car il précise aussitôt qu'il n'a aucune estime pour le professeur et que l'impréparation de Ragusa ne l'inquiète pas, donc il ne pourra que le faire taire. Après cela, je n'ai aucun problème dans ce cas à débattre. Si le professeur Marco Ragusa veut faire un débat public, je suis également prêt. Bien sûr, vous avez compris, l'estime qu'il a pour lui est très faible. De plus, je suis assez convaincu de pouvoir débattre même avec lui, sans problème, aussi parce que les choses qu'il raconte, la façon dont il les explique, ce qu'il dit, me semblent assez manifestement et même en partie ridiculement fausses. Donc je n'ai aucun problème. Donc sachez-le, ça ne me pose aucun souci. Moreau termine la vidéo ainsi. Ne croyez pas à cette histoire de domestication des extraterrestres. Comme montré dans cette analyse, le professeur n'a jamais évoqué d'extraterrestres. Il a répondu à nos questions en écartant l'idée du sélectionneur. Mais pour Moreau, ce n'est pas suffisant. Moreau lit dans l'esprit de Ragusa et donc il continue avec les extraterrestres. Rien ni personne ne lui enlèvera ça de la tête. En voyant ce que Moreau appelle une réaction, nous nous sommes rendus compte que Entropy for Life avait pris une de nos vidéos depuis notre chaîne en utilisant une procédure qui n'est prévue par aucun outil de YouTube. Il n'a pas demandé la permission, il l'a diffusée en entier, il n'a rien sauté. Même les parties qui n'étaient pas utiles au discours. Et tout cela, il l'utilise non pas tant pour réfuter les hypothèses du professeur, mais pour attaquer la personne. En tentant de l'intimider pour limiter sa liberté d'expression, d'affecter sa vie professionnelle et, par ricochet, sa vie privée. Ces paroles ont déchaîné des milliers de personnes qui ont immédiatement commencé à l'inonder d'insultes et à se moquer de son parcours universitaire, de sa personne, de son rôle de chercheur. Ils l'ont même attaqué simplement parce qu'il est sicilien. Pouvions-nous accepter tout cela? Pouvions-nous accepter que notre travail devienne un instrument à de telles fins? Bien. Tout cela nous a amené à dire que ce n'est pas une simple réaction scientifica. Ce n'est pas juste une critique d'une hypothèse.
Mais cela cache une rancœur peu liée à la science. Après avoir pris acte de la situation et de ses conséquences, nous avons décidé que nous ferions tout notre possible pour arrêter tout cela. Maintenant, avant de commencer la deuxième partie de la vidéo et de vous expliquer en détail toutes les raisons qui nous ont poussés à faire appel à un avocat, et au procès qui a été décrit dans la dernière vidéo publiée par Entropy for Life, permettez-nous de faire une réflexion générale, mais que nous considérons très importante et qui peut aider à clarifier les rôles dans toute cette affaire. Ce que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est que chaque théorie scientifique tend à devenir un paradigme dominant. Et parfois cela peut représenter une limite pour l'avancement même de la connaissance. Le philosophe des sciences Thomas Kuhn, dans son livre La structure des révolutions scientifiques, nous montre par exemple comment les théories scientifiques se consolident en paradigmes qui sont acceptés et défendus par la communauté scientifique, jusqu'à ce que des anomalies émergent que le paradigme n'arrive plus à expliquer. Lorsque cela se produit, une révolution scientifique peut avoir lieu, menant à l'adoption de nouveaux paradigmes. Dans le cas de la théorie darwinienne, la sélection naturelle, la sélection sexuelle et les mutations génétiques constituent la structure principale pour interpréter l'évolution. Mais le risque est que ces outils puissent ne pas être suffisants ou être erronés pour expliquer toutes les complexités de la vie. Si tel était le cas, nous pourrions être à un moment pré-révolutionnaire où les anomalies, comme l'origine de la vie, la conscience ou les sauts évolutifs, exigent une nouvelle théorie plus globale. La biologie évolutive a surtout utilisé une approche réductionniste. Elle a donc cherché à expliquer les phénomènes complexes de la vie en les divisant en parties plus simples, gènes, mutations, sélection, etc. Cette approche a eu beaucoup de succès, mais elle peut aussi constituer une limite. Une approche plus holistique pourrait donc être nécessaire pour comprendre la complexité de l'évolution, mais cela reste une hypothèse. Je vais essayer d'expliquer plus clairement ce que nous entendons par là avec un exemple. Imaginons que nous ayons un marteau. Si nous l'utilisons pour chaque problème, tout nous semblera être un clou. De la même manière, les outils théoriques dont nous disposons pourraient nous faire voir l'évolution à travers un filtre spécifique, nous amenant à formuler des hypothèses qui semblent cohérentes, mais qui pourraient ne pas saisir la vérité la plus profonde. Si les outils que nous utilisons sont d'une certaine manière erronés ou inadéquats, nous pourrions continuer à produire des explications certainement crédibles, mais qui ne sont pas pour autant vraies. Comment pouvons-nous nous en rendre compte ? Quand un paradigme ne suffit plus à expliquer toutes les observations et anomalies. La science se trouve face à un moment de crise, et c'est dans ces phases qu'il est indispensable que des théories alternatives émergent pour tenter de mieux répondre aux défis restés ouverts. Cela dit, nous ne disons pas que les hypothèses du professeur Ragusa sont la réponse à toutes les questions non résolues au sein de la théorie de l'évolution, ou que son hypothèse soit la bonne. Nous disons autre chose, et pour comprendre ce que nous voulons dire, nous devons saisir la différence entre un chercheur scientifique et un vulgarisateur. La tâche du vulgarisateur est de traduire les recherches scientifiques dominantes et acceptées par la communauté scientifique dans un langage compréhensible, et de transmettre ces concepts à ceux qui n'ont pas les outils nécessaires pour les comprendre. Parmi les tâches d'un chercheur, il y a au contraire celle de formuler des hypothèses et des questions de recherche qui remettent en question les modèles traditionnels et de les tester. C'est la voie qu'un chercheur doit suivre pour faire de nouvelles découvertes et faire progresser la connaissance, émettre des hypothèses, expérimenter et vérifier. Les hypothèses et la recherche peuvent être infructueuses, mais cette erreur pourrait inspirer un autre chercheur à trouver une hypothèse plus fructueuse. C'est ce que le professeur Ragusa, par exemple, fait chaque jour dans le domaine de la génétique, où il étudie les cellules cancéreuses et leur ADN, et c'est aussi ce qu'il propose dans son livre « L'homme non naturel ». Dans L'homme non naturel, Ragusa reste toujours dans une perspective darwinienne, mais il met en évidence l'existence de certains problèmes pour lesquels il est vrai qu'il existe des hypothèses qui tentent de les expliquer, souvenez-vous de l'exemple du marteau, mais qui ne sont pas totalement satisfaisantes. Donc Ragusa fait ce qu'il a l'habitude de faire chaque jour. Il essaie d'aborder la question sous un autre angle et propose une idée différente. Tout cela, évidemment, n'a rien à voir avec les extraterrestres, car l'hypothèse du professeur, comme nous l'avons dit, reste de toute façon dans une perspective darwinienne. Ce n'est pas parce que certains partisans de l'hypothèse de l'intervention extraterrestre, comme le très cité Mauro Biglino, peuvent trouver utile à leurs idées l'hypothèse du professeur, que cela signifie que le professeur partage toute la pensée de Mauro Biglino.
Les spectateurs de nos vidéos se rappelleront que nous avons évoqué l'idée selon laquelle certains créationnistes voient dans la théorie du Big Bang une preuve d'une création divine. La science devait-elle écarter cette théorie juste parce qu'elle était aussi soutenue par les créationnistes ? Évidemment non. Mais si vous vous souvenez, elle a été remise en question et combattue aussi pour cette raison. Donc, faisons attention lorsque nous nous érigeons en juges et en défenseurs de la science, tout en lançant en même temps des campagnes de répression contre le travail d'un chercheur, surtout s'il s'agit d'un scientifique qui a déjà prouvé sa valeur dans le domaine de la recherche scientifique. Je m'attends à ce que certains exagèrent dans ces paroles, mais je fais confiance à votre bon sens. J'espère que ce concept est clair. Nous allons donc conclure cette partie et passer à la suivante, puis revenir au début de l'histoire. Nous avons découvert que la chaîne Entropy for Life avait réalisé une vidéo de réaction grâce aux nombreux commentaires peu aimables qui sont arrivés sur notre chaîne peu de temps après la publication. Après avoir visionné la vidéo et pris connaissance de la situation, nous écrivons de manière amicale un email à Entropy for Life où nous demandons d'être contactés par un responsable de la chaîne, car nous devions discuter de certaines questions concernant la vidéo qu'il venait de réaliser. Nous donnons nos coordonnées, dont un numéro de téléphone. Nous restons dans l'attente d'une réponse qui n'arrive pas. Nous essayons alors de contacter le responsable de la chaîne via le formulaire de commentaires. Nous écrivons juste que nous lui avons envoyé un email et attendons son retour. Non seulement nous ne recevons pas de réponse, mais nous sommes également bannis de la chaîne. À ce stade, nous comprenons que de la part d'Entropy for Life, il n'y a aucune volonté de prendre contact. Nous ne sommes même pas jugés dignes d'une explication sur la raison de cette opération. Déçus par son comportement, surtout sur le plan humain, ici la science, les extraterrestres et l'évolution n'ont pas grand-chose à voir. Nous constatons que s'il se montre sûr de lui et fanfaron sur le web, dans la vie réelle il refuse même un simple appel téléphonique d'explication, ou un mail, ou un message. Entre-temps, comme s'il était normal que cela arrive, aussi bien notre chaîne que celle d'Entropy se remplissent d'insultes, aussi bien à notre encontre qu'à l'encontre du professeur. Le professeur comme nous sommes accusés de tout et n'importe quoi. Le professeur reçoit évidemment les pires insultes, mais on dit aussi de tout à notre sujet. Nous supprimons d'abord les commentaires les plus violents sur notre chaîne, puis nous les archivons. Parmi les commentaires qui nous ont certainement le plus fait sourire, mais qui sont révélateurs de la tendance générale, il y a ceux de personnes qui nous accusent, entre autres, d'avoir volé les musiques utilisées dans le documentaire à un podcast célèbre. Nous sommes donc face à un paradoxe. Que nous, après avoir payé droits musicaux, images, tournage et post-production, soyons aussi considérés comme des voleurs. Mais cela, comme nous le disions, est révélateur et il est temps normal que cela arrive. Quiconque connaît le fonctionnement de la communication sait très bien que lorsqu'on lance ce genre d'opération, un bouche-à-oreille commence qui mène à un lynchage sur la place publique, et on finit par être accusé de toutes sortes d'atrocités. Cette escalade d'insultes et d'insinuations se produit également à l'encontre du professeur. Et nous remarquons avec beaucoup de regret que, si nous investissons des efforts pour essayer de modérer notre chaîne en supprimant tous ces commentaires qui dépassent les limites autorisées, nous remarquons en revanche que les commentaires postés sur la chaîne d'Entropy for Life, s'ils sont positifs ou même légèrement ouverts à notre égard, sont immédiatement contestés. De manière parfois même agressive, de la part de 4 ou 5 abonnés, nous ne savons pas s'ils sont des modérateurs officiels ou non. Tandis que les commentaires négatifs, et par négatif j'entends des insinuations diffamatoires, sont tolérés et restent là, sans être dérangés. Nous savons qu'il n'est pas simple de modérer une page YouTube qui, soudainement, en quelques heures, atteint 100 000 vues. Mais si tu réalises une vidéo de ce genre, tu devrais être conscient de ce qui va arriver, non ? Si tu es responsable et ne veux pas que la situation dégénère, tu t'organises pour modérer, et tu le fais en utilisant le nom de la chaîne pour essayer d'apaiser les comportements les plus agressifs. Pourtant, cela ne s'est pas produit. Il est curieux que notre commentaire ait été banni en quelques minutes, alors que de nombreux autres sont restés publiés. Quoi qu'il en soit, après avoir constaté que nous ne recevrions aucune réponse de la part de Moreau ou de qui que ce soit pour lui, faisons le point sur la situation et analysons la réalité des choses. Et la situation qui se présente à nous, en substance, est la suivante. La chaîne Entropy for Life a pris l'un de nos contenus, l'a entièrement téléchargé sur sa propre chaîne en présentant l'opération comme une réaction scientifica, et nous supposons qu'elle se sent protégée par le fair use.
À notre avis, dans cette opération, il n'y a pas les conditions requises pour le fair use, ni pour la manière technique dont l'opération a été réalisée, ni pour la façon dont notre produit a été utilisé. Notre contenu a été utilisé pour attaquer, d'une façon que nous jugeons incorrecte, une tierce personne avec qui nous avons une autorisation écrite précisant que nous ne ferons pas ce genre d'opération comme celle de la chaîne de Moreau. Ayant pris acte de cette situation, nous contactons notre avocat et envoyons une mise en demeure à la chaîne Entropy for Life. Étant donné qu'elle n'a jamais répondu et qu'elle ne ressent pas le besoin de dialoguer avec nous, nous lui ordonnons de retirer notre vidéo de sa chaîne sous 3 jours. S'il veut exercer son droit de critique et nous critiquer, nous ou le professeur, il en est parfaitement libre, mais il ne doit pas utiliser notre contenu. Et c'est là que vient la plaisanterie. Moreau se dit victime d'une tentative de limiter sa liberté de critique. Mais cela n'est évidemment absolument pas vrai, car il a refusé toute confrontation avec nous. De plus, rappelons que notre documentaire contient une interview dans laquelle Ragusa parle de son livre. Rien de plus. Si Moreau veut parler des hypothèses de Ragusa et exercer son droit de critique, il n'est pas obligé d'utiliser notre travail. Il peut le faire de millions de façons différentes, donc personne ne l'empêche de rien. Nous exerçons simplement notre droit, celui de ne pas voir utiliser entièrement un de nos produits. L'usage partiel de notre travail n'empêche pas le droit à la critique. Cela aurait pu être un problème si nous avions eu une exclusivité absolue, comme par exemple des déclarations uniques, mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas le cas. Moreau lui-même reconnaît qu'il existe de nombreuses autres vidéos. De plus, il existe un livre qu'il peut acheter librement où il trouvera bien plus que ce qui a été dit dans notre vidéo. Et s'il souhaite tout de même critiquer notre travail, il en a le droit. Il utilise de courts extraits et des techniques de montage, mais ne lance pas de projection publique. Mais attention, il y a un point tout aussi important qui nous a poussé à considérer que sa réaction n'était pas conforme au fair use, et qui nous a fait comprendre que nous ne pouvions pas et ne pouvons pas tolérer tout cela. Moreau, en invoquant le fair use, exploite le droit de critique que la loi permet dans certaines situations et sous certaines conditions. C'est toujours Moreau qui, à la fin, dit qu'il faut empêcher le professeur de parler en ligne. Mais ce n'est pas tout. L'action du public doit aussi avoir des conséquences pour lui, même dans sa profession d'enseignant universitaire, en raison de sa liberté d'expression. Nous arrivons donc au paradoxe où Moreau utilise le fair use permis par la loi au nom de la liberté de critique et d'opinion pour créer un produit dont le but, selon les derniers mots de Moreau, est d'empêcher une autre personne d'exprimer ses propres idées. Cette contradiction logique nous laisse stupéfaits et devient une raison supplémentaire qui nous pousse à agir par voie légale, en plus du préjudice que toute son opération a causé à notre travail. Nous ne détaillerons pas les préjudices, ils seront abordés dans les instances appropriées. Une autre question que nous ne sous-estimons pas est l'appel à l'action d'un large public contre une seule personne. Par expérience, mais aussi par les statistiques, nous savons bien qu'au sein d'un large public, il peut y avoir des personnes ayant divers problèmes et qui, pour des raisons variées, peuvent réagir de manière imprévisible. Nous décidons donc non seulement de ne pas vouloir que notre travail soit utilisé comme un instrument de censure d'une pensée, mais nous voulons aussi empêcher que notre travail puisse être impliqué dans des situations qui, pour une raison quelconque, pourraient en mettre en danger la sécurité du professeur Ragusa. Dans la dernière vidéo publiée par Entropy for Life, nous avons aussi entendu Moreau dire que notre avocat lui aurait écrit, dans la mise en demeure, qu'il risquait de graves conséquences s'il ne supprimait pas la vidéo, notamment la suppression forcée de celle-ci, voire de la chaîne. C'est tout à fait vrai, mais ce qui, d'après ses paroles, pourrait être interprété comme une menace, ne l'est en réalité pas du tout. Nous l'avons simplement mis en garde contre les conséquences possibles auxquelles il aurait pu être confronté, afin de le rendre conscient de la situation. C'est parce que notre but n'était pas de nuire à son travail, nous savons combien d'efforts se cachent derrière chaque chaîne, et cela était loin de nos intentions. C'était une façon de l'informer de ce qu'il aurait pu risquer. Le but de la mise en demeure, après tout, est justement cela. Tu n'as pas voulu trouver un accord, et tu n'as pas voulu prendre contact avec nous. Nous te signalons tous les problèmes potentiels auxquels tu pourrais être confronté. Nous ne comprenons pas pourquoi tu es étonné. Qu'est-ce qu'il s'attendait à lire ? Il nous reproche aussi d'avoir écrit que sa chaîne ne fonctionnait pas bien. Mais ça non plus, ce n'est pas une invention de notre part. Il a lui-même exprimé sa déception face aux performances de la chaîne ces derniers temps, alors pourquoi s'en offusquer ? Passons maintenant au verdict de la semaine dernière, qui n'en est pas vraiment un, mais expliquons-le.
Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons choisi dans un premier temps de demander une procédure d'urgence et non une procédure ordinaire. Une procédure ordinaire peut durer de nombreuses années et comporte 3 niveaux de jugement. La procédure d'urgence, en revanche, se résout en beaucoup moins de temps. Mais elle ne comporte pas les 3 niveaux de jugement. Il est possible de faire appel dans les 14 jours suivant la décision du juge et de retourner devant le tribunal ou de poursuivre avec une procédure ordinaire. C'est parce que la procédure d'urgence n'a pas de caractère définitif. C'est un jugement d'un juge sur une question qui doit être résolue rapidement, sans attendre les délais traditionnels de la justice, mais qui n'a pas de caractère définitif. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le juge a décidé de rejeter la procédure d'urgence et de rejeter nos demandes, et nous avons été condamnés à payer les frais de justice. Moreau est évidemment heureux de ce résultat, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous sommes nous aussi assez sereins. Cependant, son récit fantaisiste de l'affaire judiciaire nous a beaucoup fait sourire, d'autant plus que nous ne l'avons jamais vu pendant les audiences. Nous n'avons rencontré que son avocat, qui était de surcroît un remplaçant. Ce qui n'est peut-être pas facile à faire comprendre à tout le monde, c'est que les hypothèses dont on parle dans le documentaire n'ont absolument pas été abordées lors du débat. Nous n'avons présenté aucune documentation pour défendre le contenu de la vidéo, car ce n'était pas le sujet de la procédure, et nous avons été très surpris par la définition de « bizarre » écrite par le juge. Il faut en effet savoir qu'aucun expert n'a été nommé, aucun technicien n'a analysé la vidéo, et donc nous n'arrivons pas à nous expliquer certaines considérations, autrement que par la nature même de la mesure d'urgence qui prévoit un jugement rapide. Contrairement à Moreau, nous étions présents aux audiences, nous avons même demandé à être entendus, mais il ne nous a pas été permis de parler pour des raisons que, sincèrement, nous n'avons pas comprises. De plus, chaque audience n'a pas duré plus de 5 minutes, donc vous pouvez imaginer quelle est la réalité des faits. Nous aussi, dans le décret du juge, nous trouvons des éléments bizarres. Par exemple, il est écrit que notre vidéo n'a pas été montrée dans son intégralité. C'est vrai qu'il a été interrompu par ses interventions, mais la vidéo a bien été montrée en entier, de la première à la dernière image. Comme beaucoup d'autres éléments que nous n'approfondissons pas, car ils pourraient être discutés dans de futures procédures. Quoi qu'il en soit, la mesure a été rejetée. Mais ce qui continue de nous surprendre aujourd'hui, c'est la réaction de Moreau. Nous comprenons son enthousiasme qui le pousse à répéter certains comportements. Peut-être n'a-t-il pas compris que ce n'est pas un jugement définitif et que nous pouvons encore faire valoir nos droits. Que nous lui rappelons que la vidéo qu'il a prise sans autorisation cause un préjudice et limitera l'exploitation. Que pourrions-nous en faire? Et cela ne disparaît pas si une mesure d'urgence est rejetée. Nous n'avons peut-être pas su le prouver en première instance, mais cela ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Et surtout, nous ne regrettons pas d'avoir consacré une partie du budget de la chaîne à cette procédure. Car avant tout, nous lutterons toujours contre ceux qui veulent alimenter des campagnes de censure, car nous croyons vraiment en la liberté de critique et d'expression. Et si, pour faire valoir ce principe indispensable à une société démocratique, nous sommes obligés de faire sans procès, nous les ferons. Aujourd'hui, une campagne vise à faire taire le professeur Ragusa. Demain, cela pourrait toucher quelqu'un d'autre. Pour finir, nous réaffirmons que la critique de Moreau n'est pas un problème et qu'il est libre de la faire dans le cadre légal. Nous restons ouverts au dialogue et l'invitons à ne pas instrumentaliser cette affaire pour d'autres combats éloignés des faits. À tous nos abonnés qui suivent la chaîne, nous disons que nous reprendrons bientôt la programmation habituelle et que nous continuerons à explorer tous ces sujets aux frontières de la connaissance qui nous ont tant passionnés au cours de ces derniers mois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo inhabituelle que nous avons malheureusement dû réaliser.